Bienvenue dans les coulisses de Philippe Manœuvre. Critique rock, ancien journaliste, ancien rédacteur en chef, écrivain. C'est l'histoire de ma vie. Alors voilà, parce que c'est la vie d'un monomaniaque en fait, à bien réfléchir. C'est un gamin qui arrive de sa province à 17 ans et qui dit je veux travailler dans le rock et qui va y arriver, finir par y arriver. Voilà. Et au bout de 50 ans, il tire les conclusions, il raconte les anecdotes, les rencontres, voilà, tout ce qu'il a vécu. Parce que pour moi, le rock, c'était une religion, c'était quelque chose de sensationnel, c'était un mouvement. Le rock, à l'époque, pour nous, c'était un peu ce qu'est Internet pour un adolescent aujourd'hui, quoi. C'est quelque chose de nouveau, plein de possibilités, on va faire ce qu'on veut avec ça. Enfin voilà, c'est à nous. Voilà, il y avait tout ce sentiment. Ça a donné tellement de bonheur, tellement de plaisir. Moi, j'ai vécu plein d'événements musicaux, rien que de tourner avec les Stones, de les suivre, d'avoir cette chance, ce bonheur, quoi, de voir ces grands Stones jouer, continuer, puis nous indiquer la voie, quoi, parce que ils ont 76 ans. Enfin, Mick Jagger a le double du président de la France. C'est un truc incroyable. Non mais c'est incroyable. Et il est toujours là, et il remplit les stades, et il fait le boulot, quoi. C'est mon look, cocotte, comme disait Gainsbourg à une fille qui posait la question une nuit. Oui, Philippe Manœuvre, aux lunettes noires. Et Gainsbourg avait dit, c'est son look, cocotte. On en est resté là. Je suis très inspiré par les rockers. Ils m'accompagnent toute la journée, leur musique est avec moi. Je me sens investi, représentant d'un mouvement. De jeunesse, vous vous rendez compte, j'ai 64 ans, je représente un mouvement de jeunesse, voilà, les gens qui m'inspirent, c'est Mick Jagger, c'est Iggy Pop, c'est ceux qui ont vécu leur vie au-dessus du gouffre et qui ont réussi à repartir intacts, sans tuer personne, sans faire de mal, enfin juste en amenant la musique. Et c'était des musiques tellement étranges, tellement bizarres, tellement jamais vues, qu'il y avait des réactions terribles. Et moi j'ai le sentiment de les avoir aidés à trouver leur public, voilà. Je me réveille en musique, j'écoute les Stones, souvent je mets un Stones en public, voilà, un truc... mais on peut pas écouter n'importe quoi, n'importe quand. Après je vais mettre un peu de funk, ça c'est de la musique un peu plus papier peint, vous voyez, avec des basses partout, c'est rond, ça arrondit les angles. Et puis quand je travaille, pas de musique, je peux pas. Par contre, quand je relis mes textes, là je mets du son. J'écoute Radio Nova, j'écoute plein de trucs, j'écoute FIP. Parce que des fois, quand on relit, on a besoin d'un petit papier peint musical dans le fond. On n'a pas le temps d'aller changer des disques, etc. Et puis quand je suis tranquille le soir, alors là je me fais des grandes fêtes, je me sors 5 ou 6 vinyles précieux, et puis je les écoute à fond les ballots, quoi. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui m'ont marqué. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à les lancer. Le temps du rock'n'roll est passé. Alors les jeunes artistes rock, je vais vous citer des noms, vous allez me dire connais pas. Vous voyez, si je vous dis VOCs, si je vous dis Jaco Gardner, si je vous dis Kelly Stoltz, vous allez me dire qui c'est ceux-là, ils ont fait combien de millions de vues. C'est des bons artistes, c'est des bons rockers. Il y a aussi des groupes, il y a les Liminanas, etc. On n'arrive pas à les catapulter dans le grand public. On dirait que la porte s'est un petit peu refermée. Et puis aujourd'hui, il faut le dire, on vit dans les années hip-hop. Ce hip-hop que mon copain Joey Starr avait rêvé en 1987 au Pied des Tours avec Cool Chain, c'est devenu le number one musical en France. C'est ce que 30% de la musique, c'est du hip-hop, Bagarre à l'aéroport, tous les festivals, NTM était dans tous les festivals cet été, je les ai vus au Francophonie, c'était sensationnel. Orelsan, disons Orelsan, il y a ça aussi, voilà. Là il y a un nouvel artiste extraordinaire. Donc en ce moment, oui, c'est les années hip-hop. Le rock ne peut pas mourir, parce que le rock n'est pas un être humain de chair et de sang, vous voyez, le rock ne peut pas mourir.
faut savoir que si vous allez à New York, si vous montez un peu dans les montagnes, les Catskills au-dessus de New York, il y a toujours des gens qui jouent de la polka. Donc le rock, pareillement, va peut-être devenir la polka du futur, et il y aura 2-3 clubs en Bretagne, des clubs punk, on approchera, on dira c'est des lieux protégés, nos derniers punks habitent ici, c'est là qu'ils viennent boire le soir, enfin voilà, ça peut finir comme ça. Ou demain, mon fils, qui a 6 ans, peut, quand il en aura 14, décider de monter un groupe avec ses copains, et séduire la planète, parce que les musiques font des mouvements de balancier. Là, on a vraiment du rock, on en a eu depuis 1954, Elvis, les Stones, David Bowie, le punk, tout ça, puis là, le balancier est parti du côté du hip-hop. Ils ont plein de choses à nous montrer, Kanye West, Jay-Z, Beyoncé, NTM, IAM, Booba, Ed Harris, ils ont plein de trucs à nous montrer, donc c'est pas mal, on regarde, on apprécie, mais on prépare notre réponse. Mais je sais pas, chacun a sa réponse, c'est ça qui est bien. Il y a des gens qui vont vous dire Mordicus, mais c'était Freddie Mercury. Il y a des gens qui vont vous dire, moi depuis la mort de Janis Joplin, j'ai jamais racheté un disque. Il y a des gens qui vont vous dire, bah c'est Mick Jagger, il est là, il est vivant, de quoi vous me parlez. Il y a des gens qui vont vous dire, comment osez-vous dire ça, Mick Jagger, on le saurait si c'était du rock, on préfère, voilà, vous voyez, il y a des extrêmes. Voilà, le rock c'est la liberté, faut aimer, du moment qu'on aime, on a le droit, voilà. C'était Michel Polnareff à la Maison de la Culture André Malraux à Reims en mars ou avril 68. Et j'y fus avec mon petit frère, ma mère, mon père, on est tombé par terre, c'était exceptionnel, parce que personne ne filmait les concerts à l'époque, mais il arrivait habillé en page, cos blanc, tout en satin blanc, avec des lunettes miroirs, Ray-Ban miroir, son micro, et je crois qu'il attaquait par dans la maison vide, mais il n'y avait pas un siège sec dans la Maison de la Culture, les gens, c'était incroyable. Alors des fois, un jour je lui ai dit cette anecdote, je lui ai dit, tu sais, je t'ai vu à la Maison de la Culture à Reims en 68, il me dit, quoi, t'es pas venu me voir? Fallait venir en coulisses. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais dit? Je suis Philippe, le futur Philippe Manœuvre que tu vas connaître en 96. La rencontre la plus marquante dont je parle dans mon bouquin, c'est Andrew Oldham, le manager des Rolling Stones. C'était leur premier manager, il était plus jeune qu'eux, et il avait fait les notes de pochette des premiers albums, et au dos du premier album, il avait une phrase totalement incroyable, il disait « Les Rolling Stones, c'est pas un groupe, c'est un mode de vie. » On l'a pris tel quel, et c'est vrai, quoi. Et il m'avait convoqué au Georges V, où il habitait, il avait ses aises, et donc j'arrive, j'avais 10 minutes de retard. Tout de suite, il me dit « T'es venu comment ?» Je suis en métro, il me dit « Tu vas voir le manager des Stones en métro, enfin à l'avenir, tu prends un taxi, mon pote, le rock, tu prends un taxi. » Alors moi, j'étais hyper jeune, j'avais 22 ans, je lui dis « Là, Andrew, un taxi ?» Et il me dit « Le pognon suivra, prends les taxis, t'es dans le rock, le pognon arrivera. » Et c'est ce que j'ai fait, et 45 ans après, je remercie Andrew Oldham pour ce bien bon conseil qui a changé ma vie. J'ai été très touché parce que la seule décoration non militaire en France, c'est quand même la médaille de chevalier des arts et des lettres. Et comme une fois qu'on est nommé par un ministre, moi c'était Madame Albanel, il faut demander à qui on veut, qui a déjà cette médaille, de vous la remettre. Comme Iggy Pop est commandeur des arts et des lettres, comme j'étais allé à sa remise de médaille, je me suis permis de lui demander. Philippe, you're chevalier, I'm chevalier, what does it mean? Alors il me dit, do we have to fight? Là j'ai dit non, pas du tout Iggy, mais tu dois me remettre. Et donc on a fait ça très bien, dans les coulisses de l'Olympia, après un concert des Stooges. Donc on a fait ça avec un représentant du ministère qui surveillait que les phrases étaient bien dites au nom du ministre de la Culture. Moi, Iggy Pop, je vous remets votre titre de chevalier des arts et des lettres. Le Parisien filmait. Après, Iggy m'a dit, tu verras, le dimanche matin dans ton lit, tu te dis, je suis un chevalier, c'est pas mal, t'y penses, c'est sympa. Et c'est vrai que c'est un bien bon sentiment, parce que c'est une médaille qu'on a obtenue sans verser le sang, on a versé l'encre. Le disque n'était pas du tout descendu dans le journal, mais j'avais trouvé qu'il était défendu pas assez fort.
J'aurais aimé qu'on dise c'était le chef-d'œuvre absolu, le disque du futur, et en fait je me trompais pas. C'est le disque qui annonçait le punk. La façon dont le guitariste James Williamson joue, c'est vraiment le punk brut qui arrive dès 1973, quoi. Donc c'est ma lettre, elle a été publiée, et c'était une lettre assez brutale, et à la fin, il y avait une réponse du rédacteur en chef. Et de toute l'histoire du journal, je crois que c'est la seule fois où il y a eu une réponse. Et il disait ouais, pas mal, mais vous manquez d'humour. Alors j'ai retenu la leçon, et maintenant, j'essaye de défendre les mêmes positions, mais d'une façon plus drôle. De toute façon, je ne suis plus un kid outragé, faisons face à la réalité, je ne suis plus un adolescent. Et donc ça passerait pas, donc voilà. C'était des amis à l'équipe de Rock & Folk, et ils ont dit à Jean-Pierre Dionnet, tu sais, on a un mec, là, une espèce de pile atomique dont on fait rien, si tu veux. Prends-le dans ton équipe, il pourra au moins corriger les fautes d'orthographe, parce qu'il y en avait plein dans le journal. Donc j'ai été appelé comme secrétaire de rédaction pendant l'été, puis en septembre, Dionnet m'a dit je veux pas que tu repartes, on s'éclate, reste. J'ai dit ok, et puis je suis devenu rédacteur en chef de Métal Hurlant, j'avais 25 ans. Bon, le seul mot d'ordre, c'était une boîte indépendante, quoi. On voulait rester indépendant, la boîte avait été créée par des très grands dessinateurs de bande dessinée, Philippe Drouillet, Mobius, Jean-Pierre Dionnet qui était scénariste, et ils voulaient rester indépendants, ils voulaient aider les autres dessinateurs à publier des sublimes histoires, et à l'époque, la bande dessinée, c'était pour les enfants. On disait, non mais la bande dessinée, ça obéit à des lois, enfin vous voyez, ça devait être Spirou, Tintin, Milou, Eux, ils voulaient faire de la bande dessinée adulte, ils voulaient dessiner le cosmos, le pont des étoiles, les fusées, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui, voilà, et ce qui est dément, c'est que il travaillait un peu dans la même direction que George Lucas, qui faisait Star Wars, qui préparait son Star Wars à la même époque que nous on commençait Metal. Donc George Lucas a demandé qu'il y ait une projection pour l'équipe de Métal Hurlant. Il a écrit la préface de l'œuvre de Philippe Drouillet. Ah oui, non, Mobius a été travaillé sur les décors d'Alien et de Blade Runner. Enfin ouais, on avait, ça se mélangeait. À l'époque, j'avais détesté, puis après, j'ai adoré. Voilà, ça arrive, on a le droit de changer d'avis. Allant en salle avec l'équipe du journal, je me suis dit, oh là là, c'est raté. Et puis, le regardant en vidéo, en DVD. Mais en même temps, je remarque un truc, le réalisateur n'était pas trop sûr de son montage, parce que depuis, il y a 5 ou 6 nouveaux montages différents qui se baladent, et ils sont tous intéressants. C'est ça qui est fou, il a vraiment inventé, il a décrit ce qu'allait devenir notre univers, hein, un univers qui se japonise, où tout le monde mange de la soupe, avec un espèce de brouillard, on ne sait pas si c'est du diesel, de la pollution, la pluie permanente, des pluies acides, enfin bref, il a montré un futur pessimiste qui est devenu le nôtre. Aïe. Je dis, les 50 prochaines années m'intéressent à la fin de mon bouquin, mais parce que c'est vrai, j'ai vraiment envie de les voir. Il n'y avait que des critiques rock, il y avait des photographes, il y avait Claude Pupin, il y avait Francis Dordor qui après était aux Inrocks, il y avait Claude Pupin qui jouait du saxo, il y avait Pierre Benin qui avait organisé le premier concert des Sex Pistols qui était à la guitare. Moi, c'était une bonne équipe, voilà. On faisait de la répète, on répétait, on avait trouvé un endroit, on jouait, voilà. On a appris à jouer comme ça, on s'éclatait. Donc là, je reprends la guitare avec mon fils. Mon fils a 6 ans, il prend des cours de guitare, je les prends avec lui, on s'y met tous les deux. Et c'est affreux parce que lui, il a des mains très habiles, tout petit doigt, et il arrive, il dit « Regarde papa, je lui dis « Mais quoi? Moi je suis encore là en train de... ça fait mal !» J'ai un respect infini pour les guitaristes. C'est cool et un peu effrayant quand vous êtes avec les gens les plus drôles de France et que vous vous dites mais attends, il y a Gad Elmaleh, il y a Laurent Baffy, il y a Elie Semoun, qu'est-ce que je vais dire de plus drôle qu'eux, je me demande, vous voyez, c'est... Sur le moment, waouh. Et puis, bon, mais heureusement, j'ai une voix assez reconnaissable et je crois que tout le monde aime bien l'idée qu'il y a un rocker dans la bande.
toute ma vie, elle est tournée vers la musique, aider la musique, faire de la musique, écrire des livres sur la musique. Là, dès que j'ai fini la promotion, je repars écrire un livre sur le rock.